Bonjour, est-ce que vous savez ce que c'est Horizon ? Non, pas du tout. Je sais pas ce que c'est. C'est Édouard Philippe. Ah voilà, Édouard Philippe. Ah, j'ai entendu C'est le parler. truc d'Édouard Philippe. Je vais à la mer, je vois l'horizon. Mais le parti politique, pas du tout. J'en ai jamais entendu parler de ma vie. C'est un peu un mélange de divergence politique légère et ambition personnelle dans le but de partir sur une candidature à la présidence en 2027. Le 9 octobre 2021, l'ex-premier ministre Édouard Philippe annonce le lancement de son nouveau parti, Horizon. Le maire du Havre assurait alors vouloir demeurer loyal et libre. Si le nouveau parti reste bien au sein de la majorité présidentielle, il vient occuper son aile droite, place jusqu'alors laissée vacante. Et depuis la dernière présidentielle, des membres de ce nouveau-né politique ont rejoint le gouvernement, comme notamment on peut penser à Christophe Béchu, notamment ministre de la Transition écologique, ou encore Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Et donc ce nouveau parti, Horizon, est désormais confronté à la nécessité de développer son maillage territorial. Et aujourd'hui, sur Politalk, c'est avec Henri-François Caudrelier. Bonjour, monsieur Caudrelier. Bonjour. Délégué du parti sur la commune de Lille, que nous aurons le plaisir de discuter du déploiement d'Horizon. Horizon dispose déjà d'une première déclinaison à l'échelle des villes, avec la création des comités communaux. Dites-moi, monsieur Caudrelier, est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, simplement, en quoi consiste le rôle du comité communal ? Bonjour à nouveau, et puis tout d'abord merci pour votre invitation, et c'est avec plaisir que je m'exprime. C'est assez rare des nouveaux mouvements politiques qui se créent, et d'expliquer un peu ce qu'il peut y avoir comme dynamique derrière la naissance de ce parti politique et son maillage au niveau local. Et bien tout simplement, en effet, moi je suis donc délégué municipal. Ça a été la volonté d'Édouard Philippe au moment du lancement de son parti politique de s'ancrer tout de suite dans les territoires, avec du coup 2 leviers pour cela. La première, c'est de désigner des animateurs locaux, j'y reviendrai. Et la deuxième, c'était aussi de s'ancrer dans les collectivités, au sein des collectivités, et de pouvoir s'appuyer sur un réseau d'élus locaux. Il y a l'Assemblée des maires qui a été constituée l'été dernier. C'est quelque chose, je trouve, d'assez important pour qu'on puisse avoir une politique qui marche sur ses 2 jambes, à la fois les personnes qui sont en responsabilité, et il y a des initiatives locales qui méritent à être dupliquées, à être déclinées partout, et en même temps l'aspect aussi citoyen, parce qu'on fait pas de politique sans les habitants, d'essayer d'animer ces 2 aspects-là. Donc moi, en tant qu'animateur, voilà, justement, en tant qu'animateur et donc délégué municipal, j'ai la charge de, comme son nom l'indique, animer notre comité local, qui est aujourd'hui composé d'environ 90 personnes. Je suis pas seul pour ce faire, vu qu'on est un gros comité sur l'île, nous sommes 2, avec Maxime Besson qui avec moi anime le comité lillois. Donc animer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dès qu'il y a une adhésion, en fait, de la recevoir, de prendre contact avec la personne, de l'inviter à rejoindre nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité du mouvement. Évidemment, au niveau national, il y a une communication qui est faite par les instances à Paris, mais aussi au niveau local, on organise des débats, par exemple, sur une base de environ 2 fois par mois, avec une thématique qui est sélectionnée, qui est discutée avec les adhérents, et on essaie de contribuer au débat national par des propositions locales, puisqu'on estime que l'important aussi, c'est de faire remonter des propositions qu'on peut rencontrer par-ci, par-là, dans nos territoires. Et pour faire remonter justement ces propositions, il y a aussi la volonté d'avoir des délégués départementaux. En décembre dernier, Horizon justement tenait dans sa première réunion départementale dans les Bouches-du-Rhône à Aix, à l'initiative de monsieur Philippe Klein. Et jusqu'à présent, votre site internet ne fait la mention d'aucun délégué départemental pour le Nord. Est-ce que cette place vacante, c'est un frein à vos activités sur la MEL ou pas ? Alors non, je pense que c'était aussi une étape un peu logique dans la structuration du mouvement, c'est-à-dire de pas mettre les charrues avant les bœufs et de partir du local et de son organisation pour voir le dynamisme de chacun des comités, pour voir s'il y avait une nécessité ou pas de désigner un référent départemental. Donc je pense que c'est quelque chose d'important, on le voit dans beaucoup de partis politiques, c'est une structuration assez logique. Vous l'avez dit vous-même, ça a débuté il y a pas si longtemps, depuis le mois de décembre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, il y aura aussi un délégué départemental, puisque nous sommes assez dynamiques
dynamique dans le Nord et je m'en félicite puisque on doit avoir environ 40 des comités municipaux sur tout le département du Nord et donc ça me semble assez logique qu'on arrive à ce maillage-là et surtout à une animation de nous-mêmes les référents municipaux à l'échelon départemental, ce qui n'empêche pas d'avoir un interlocuteur entre guillemets local, en l'occurrence régional, qui est Laurent de Gallet puisqu'on a nommé des responsables régionaux en même temps que les comités, que les délégués municipaux. Et lorsqu'on regarde un peu du côté des perspectives pour le parti Horizon dans la MEL, la commune de Lille, c'est quand même une mairie socialiste avec Martine Aubry depuis 2001. Notamment, son groupe à Martine Aubry a soutenu la présidence de Damien Castelin à la tête de la métropole européenne lilloise. Et la majorité présidentielle, elle est déjà en train d'essayer de contester ce glacis de gauche. On peut penser notamment avec Violette Spielbout, qui a été élue députée et qui est au sein du parti Renaissance, qui était candidate à l'élection municipale en 2020. Gérald Darmanin, qui lui aussi est resté à Renaissance, et encore les derniers députés comme Brigitte Lizaud ou Madame Parmentier-Lecoq. Donc, est-ce qu'il y a de la place finalement pour Horizon dans la MEL au milieu de toute cette activité en fait? Bah, je vous dirais tout simplement en partant là aussi de choses assez factuelles, qui est en fait le nombre d'adhérents. Je peux vous dire en toute transparence, n'ayant pas eu beaucoup d'affiliations politiques pour moi-même dans le passé, je m'aperçois qu'il y a une vraie dynamique chez Horizon, et en termes aussi d'adhésion, de jeunes qui viennent nous rejoindre et qui viennent débattre. Combien? Et ça c'est intéressant. Alors sur les jeunes en eux-mêmes, je pourrais pas, je dirais pas un chiffre exact, mais je peux déjà vous dire qu'on en a au moins une vingtaine et une bonne partie d'entre eux qui se réunissent avec nous régulièrement parce qu'ils sont intéressés justement par ces échanges, confrontés aussi avec d'autres personnes comme moi-même qui avons une profession, un métier à côté et qui puissent aussi échanger avec ces jeunes sur différentes thématiques qui touchent tout le monde. Et donc moi je vous dirais que je pense que oui, il y a de la place dès lors qu'il y a des personnes qui sont intéressées par cette offre politique. Pour la question la question transpartisane. Je me permets justement là de m'adresser à vous directement, Monsieur Caudrelier, puisque votre parcours il commence aux côtés de Monsieur Delbar à partir de 2014. Monsieur Delbar qui est du coup maire de Roubaix, qui a été un temps au conseil régional des Hauts-de-France. Et qui s'était fait élire en 2014, sous l'étiquette de l'UMP, actuellement les Républicains. Est-ce qu'on peut considérer que votre origine politique se situe de ce côté-là? À moi personnellement, oui. Alors disons que je suis plutôt quelqu'un issu de la droite, centre droit. La difficulté de ça est de dire qu'est-ce que la droite aujourd'hui, puisque vous l'avez un peu dit tout à l'heure, on en a pas parlé, mais j'imagine que ça va faire l'objet aussi d'échanges. S'il y a des personnes qui nous rejoignent au-delà du côté personnalité, c'est que on observe aussi dans l'éclatement du paysage politique français des choix de positionnement, y compris idéologiques, qui ont une tendance qui n'est pas celle que moi j'avais à l'origine dans ma construction politique. Vous avez parlé d'Éric Ciotti tout à l'heure, je pourrais citer Laurent Wauquiez et d'autres qui ont justement, et grand bien leur face, mené une ligne qui a eu du succès auprès de certains militants. Ce que j'observe quand même, c'est que ce parti politique n'est plus ce qu'il était à une époque où il arrivait justement à faire vivre différentes sensibilités. Moi-même, j'ai en fait, pour être aussi tout à fait clair sur mon parcours personnel, j'avais jamais adhéré à un parti politique, hormis une fois en 2009 aux élections européennes parce que j'étais militant dans le cadre de ces élections européennes. Et rien que pour vous parler du coup d'un exemple, pour moi l'Europe est quelque chose de très clivant pour quelqu'un de droite, dans ce qui va se reconnaître d'une doctrine à la Éric Ciotti ou d'une doctrine à la Édouard Philippe. Et c'est dans est-ce que c'est dans ce contexte-là est-ce que c'est un contexte finalement, une action de départ, ou ça s'est fait naturellement ce ralliement à la majorité présidentielle au final? Alors pour moi personnellement ça s'est fait naturellement parce que la droitisation de la droite, si j'ose dire, on l'observe depuis quelques années. Donc ça veut dire que pour moi, quand l'offre politique nouvelle, encore une fois, et c'est important de le dire parce que c'est rare d'avoir des offres politiques nouvelles qui suscitent autant d'enthousiasme et de dynamisme, certainement lié à la personnalité de l'homme, de sa stature d'homme d'État, mais c'est aussi sur sa façon de construire le mouvement, qui justement a tout de suite dit comme mantra, voir loin pour faire bien. Et c'est vrai que c'était assez culotté de sa part à un moment, notamment aux élections présidentielles, législatives, où on parlait
de choses qui finalement n'étaient pas l'essentiel des problèmes de la France, quoi. On a beaucoup parlé d'immigration, on a très peu parlé d'écologie, on a un peu parlé des retraites, on en parle un peu plus en ce moment. Je trouve que ça se faisait naturellement justement de rejoindre une personnalité qui misait sur le débat de long terme et non pas sur le court terme. Et c'est tout le mérite, je trouve, Édouard Philippe dans sa façon de structurer le mouvement politique, de pas mettre la charrue avant les bœufs et d'échanger sur le fond avant d'être dans une logique électorale qui n'intéresse pas beaucoup les Français. Mais du coup, comment on arrive à garder ces divergences, puisque le Point titrait en octobre le fait que Édouard Philippe était toujours assez engagé sur sa volonté d'avoir une limite d'âge légal de départ à la retraite au-delà de 65 ans, voire 67 ans, et il va y avoir comment dire, est-ce que ça va être vous renier du coup d'aller dans le sens de la volonté de Renaissance et de la majorité présidentielle, ou et du coup c'est faire comment dire, c'est faire une concession, c'est laisser ça de côté, enfin c'est le laisser de côté, c'est... Alors moi, pour vous répondre facilement de ce point de vue-là, c'est tout l'avantage aussi d'être une force qui compte au sein de la majorité présidentielle. On l'a pas dit, mais on a 29 députés qui constituent le groupe Horizon et apparentés. Ça permet évidemment d'échanger sur les textes, de faire valoir les points de vue, comme d'autres, nos amis du MoDem par exemple, aux côtés de Renaissance. Ça nous permet d'avoir des consensus aussi au sein de la majorité. Mais la réforme que vous venez de citer, elle n'est pas la réforme d'une majorité contre une minorité. C'est une réforme qui doit, on va dire, essayer de trouver un consensus, même si on sait que des réformes impopulaires, on va pas se mentir, c'est une réforme impopulaire, nécessite d'être partagée, d'être discutée, sur laquelle on doit faire beaucoup de pédagogie, et donc il faut aussi entendre pas uniquement Horizon, mais aussi entendre les remarques qui viennent des autres bancs de l'Assemblée nationale, pour ensuite avoir un meilleur consensus et essayer d'aboutir. Donc aujourd'hui, Horizon joue sa part dans le cadre de cette réforme qui nécessite d'avoir un consensus à l'Assemblée nationale pour être voté. C'est encore plus vrai quand on voit le contexte politique de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant ces rassemblements, bi-hebdomadaire, enfin bimensuel, quoi? Alors il y a pour faire vivre un mouvement, et notamment que la dynamique dont je vous parlais tout à l'heure ne s'estompe pas et reste dans le temps, je pense que c'est la chose la plus difficile pour des animateurs locaux de mouvements politiques. Il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Tout le monde n'a pas forcément envie de faire du tractage ou d'aller assister à des réunions se sentant peut-être pas forcément expert ou légitime sur tel ou tel sujet. Il en faut un peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on essaye de développer, c'est au moins des rencontres régulières qui nous permettent à minima d'accueillir les nouveaux visages, parce que je le disais, la dynamique continue puisqu'on accueille beaucoup, notamment c'était vrai depuis septembre, de jeunes étudiants qui maintenant viennent sur leurs études à Lille et nous rejoignent dans nos réunions. Donc on a au moins des rencontres régulières, le plus régulière possible qu'on organise dans des cafés à Lille, d'un point de vue, on va dire, stabilisé en termes d'organisation. Et ensuite, plus ponctuellement, on va avoir des rencontres, débats autour d'experts, puisque ça nous semble aussi intéressant de pas juste échanger en vase clos entre nous, mais d'avoir aussi des personnes qui connaissent, des intervenants extérieurs, qui connaissent la thématique et qui viennent en parler. Je vous parlais tout à l'heure de transition écologique, transition énergétique, et bien on a eu des adjoints au maire en charge de ces questions-là, qui sont venus échanger sur les défis que ces thématiques-là posent pour les collectivités. Ça permet aussi d'avoir un échange du coup un peu plus éclairé qu'entre nous. En parallèle de ça, et il faut le saluer que c'est un gros travail qui a été mis en place par le national, nous recevons des revues de qualité. C'est rare d'avoir dans une revue des débats entre des personnalités de la gauche comme Manuel Valls et Édouard Philippe de la droite sur un sujet aussi important que la laïcité. Ça fait partie des échanges, des éclairages, voilà, quand je vous disais transpartisans aussi, pour se faire sa propre opinion, qui sont intéressantes et qui sont rarement traitées dans les partis politiques. Et on a senti la dynamique transpartisane, et je vous avais parlé notamment du fait qu'on pouvait considérer la métropole lilloise comme un glacis de gauche qui a tendance à savoir séduire l'électorat plutôt jeune, d'autant que c'est une gauche quand même, le Parti socialiste et c'est allié au sein de la NUPES à virer plutôt vers une gauche comment dire, la gauche de la France insoumise, radicale. Et est-ce que c'est possible d'être transpartisan avec ces prises de position là? Parce que si vous ne l'êtes pas,
ça va quand même vous limiter dans les personnes que vous allez pouvoir accueillir au sein de votre parti. Être transpartisan ne signifie pas l'absence de conviction, et ça signifie encore moins d'être d'accord avec tout le monde. C'est pas du tout le but. C'est plutôt une démarche d'ouverture et d'écoute qui a toujours été celle d'ailleurs d'Édouard Philippe quand il était Premier ministre, quand bien même il venait des rangs de la droite. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on s'interdit rien, on parle de tous les sujets, il n'y a pas de sujet tabou, on met tous les sujets sur la table, et c'est vrai que c'était un des premiers d'ailleurs à parler de la réforme de retraite, on va dire avant tout le monde presque, j'ai envie de dire. On sait aussi qu'on a des positions qui sont différentes suivant les origines politiques des personnes qui sont autour de la table. Ça doit pas empêcher d'avoir un débat serein, apaisé, et de dialoguer dans des bonnes conditions. C'est aussi une question de méthode, hein. On parle beaucoup des sujets de fond et des positions des uns et des autres, mais je pense que la méthode est très essentielle quand on gouverne. Et de ce point de vue-là, je pense que Édouard Philippe incarne justement cette démarche on va dire, de co-construction avec les personnes qui sont en face de lui. C'est pas l'homme d'imposer des choses d'en haut et à qui on demande de mettre en œuvre en bas sans avoir consulté. Donc je pense que c'est ça quand je parle de transpartisan. Ça veut dire qu'on écoute tout le monde, on écoute toutes les positions. Et après, on reste fidèle à nous-mêmes entre guillemets, quoi. On se retrouve pleinement dans la majorité présidentielle. On essaye de mettre en avant les sujets qui nous portent, hein. Et quand je dis nous portent, c'est qu'il suffit de voir aussi la courbe de sympathisants d'Édouard Philippe. On sait aussi qu'il y a un poids dans la population française qui suit cette volonté de réforme. Après, plus localement, moi ça doit pas nous empêcher d'avoir des personnes qui sont justement placées sur l'échiquier politique comme on va dire gauche radicale. Ça doit nous empêcher de faire avancer nos idées. Je pense que c'est même l'inverse, encore plus. On doit essayer de convaincre et de dire que ce ne sont pas les bonnes orientations pour le pays. Le débat local aura sa place dans les années à venir, mais pour le moment, on parle du débat national. Est-ce que, vous avez parlé notamment de faire venir des adjoints, des personnes pour venir lors de rencontres apporter une expertise. Est-ce que c'est le lieu, ce genre de rassemblement, est-ce que c'est le lieu pour des débats politiques qui font intervenir des personnes qui ne sont pas de votre couleur, du coup, ou c'est pas l'objectif Alors disons que pour démarrer surtout, hein, on a commencé une première réunion qu'en décembre dernier. C'est vrai on va dire qu'on a souhaité donner la parole à des personnes de notre sensibilité et qui sont pour la plupart membres d'Horizon, puisque on considère aussi que c'est on va dire des retours d'expérience qui nous parlent, puisque qui rencontrent une certaine sensibilité. Je suis pas encore dans l'esprit d'organiser un débat où on pourrait avoir des personnes qui sont issues d'autres mouvements politiques. J'ai pas de problème par nature sur ça, je suis plutôt quelqu'un de démocrate, mais c'est pas forcément l'objectif visé dans ces premières réunions, qui est au contraire d'essayer sans esprit, quand je vous disais sans esprit partisan, c'est justement de pas se dire voici la bonne idée d'Horizon, et puis peut-être que ce qui est mis en place par un élu, quand bien même il est étiqueté Horizon sur un territoire, c'est pas la bonne solution dans un territoire. C'est ça pour moi du pragmatisme, si vous préférez, plutôt que du transpartisan. Donc on n'est pas sur une logique de confrontation, mais plutôt sur une logique d'acculturation de personnalités qui partagent des valeurs communes avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Caudrelier, pour cet échange. Vous pouvez retrouver le podcast sur les plateformes que sont Spotify et Deezer. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne écoute et à bientôt sur les ondes de Polytalks. Merci beaucoup, merci pour l'invitation.